Bonjour à tous, bienvenue dans cette 26e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler de Filecoin, qui est du coup spécialisé dans le stockage décentralisé. À l'heure actuelle, ça vaut aux alentours de 4,4 dollars et ça se situe dans dans la fin du top 30 des cryptos par capitalisation. C'est parti. Alors, en une phrase, ça se veut être l'avenir du stockage par la décentralisation. Quand je parle de stockage, je parle de cloud, je parle de, par exemple, ce que fait Amazon avec des gros espaces de storage de data. Donc beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de processeurs, le tout au même endroit, dans des espèces de gros hangars aérés. Et donc on a une grosse centralisation des données. Donc là, ce qu'on veut, c'est proposer une alternative à ça. Et donc, l'idée, c'est de passer par l'excès de données que les utilisateurs ont sur leur ordinateur. Par exemple, vous achetez un ordinateur, vous avez 1 Tera sur votre espace de stockage, vous en utilisez peut-être que 500 gigas, vous voulez en garder un peu, mais peut-être que vous pouvez louer 250 gigas à Filecoin pour stocker des données. L'idée, c'est qu'en échange, vous allez récupérer des tokens File que vous pourrez potentiellement garder ou revendre plus tard. Donc, ça a été fondé en 2014 par Juan Bennett, à savoir que le mainnet a été lancé en 2020, mais que le token existe depuis 2017. D'ailleurs, l'ICO a lieu en 2017, ils ont levé 205 millions de dollars. C'est quand même considérable. Le tout est développé par une entreprise qui s'appelle Protocol Lab et qui gère également le réseau IPFS, que vous connaissez peut-être, qui est en rapport avec le stockage également. Au niveau de la technologie, on est sur du proof of work classique, en tout cas initialement. Donc je rappelle rapidement. L'idée, c'est d'avoir en fait des mineurs qui sont en fait des personnes qui gèrent des nœuds auxquels vont être envoyées des informations. Quand je parle d'informations, je veux dire que par exemple, quand vous faites une transaction sur un réseau proof of work, c'est mis dans un bloc. Le bloc est envoyé dans l'ensemble du réseau, donc chacun des nœuds va le recevoir. Est associé à ce bloc un calcul mathématique qu'il faut résoudre, et le premier mineur qui arrive à le résoudre va du coup valider le bloc, recevoir une récompense et l'associer à la chaîne des blocs. Donc c'est une course à la validation. Donc ça, c'est pour ce qui est du proof of work. Dans notre cas particulier ici, de Filecoin, il y a d'autres fonctionnalités importantes qui sont le proof of replication, le POREP. Et donc c'est un mécanisme en fait qui a pour but de montrer que le mineur, l'utilisateur qui va stocker, eh bien, il le fait effectivement, il le fait de façon correcte. Donc c'est un mécanisme de garantie, si on veut, que le travail est bien fait, parce qu'on est sur des données qui sont bien évidemment importantes et potentiellement sensibles. Et la deuxième validation, c'est le proof of space-time. Donc là, c'est une autre garantie. Et l'idée, c'est de prouver, quand on est l'utilisateur et qu'on est le mineur et qu'on veut du coup participer au stockage, prouver qu'on a bien la place nécessaire pour le temps, en tout cas la durée sur laquelle on s'engage, pour faire le stockage. Donc les deux en fait mécaniques qui sont liées au proof of stake sont mises en place pour garantir que les utilisateurs vont bien pouvoir faire leur travail ou qu'ils le font correctement. Au niveau de la tokenomique, on est sur une supply max de 2 milliards, à savoir qu'actuellement, selon CoinMarketCap, on a une supply affichée de 335 millions. Au niveau de la répartition, euh, le projet et la fondation ont gardé 20% des tokens, les investisseurs 10%, et on a donc du coup 70% des tokens qui sont alloués aux récompenses de mining. Donc ça, c'est pour retarder autant que possible l'aspect inflationniste du token, parce que, on le sait en proof of work, une fois que les supply max sont atteintes, il faut quand même rémunérer les mineurs, et donc on a besoin de créer du token, ou alors l'alternative c'est de racheter du token pour avoir des réserves. Et dans les deux cas, ça implique qu'il faut pouvoir rémunérer les mineurs et donc d'avoir une certaine capacité à produire des tokens. Donc en général, l'idée c'est l'inflation, c'est de créer plus de tokens. Ça, ce sera une problématique de long terme, parce que moi pour le moment, une grosse quantité de la réserve est prévue pour le mining, de la supply. Au niveau de l'utilité du token, du coup, il va servir essentiellement au paiement sur la blockchain, donc que ce soit les frais de gaz ou les rémunérations pour les mineurs, pour les personnes qui vont permettre le stockage, donc qui vont louer leur espace. Un point qui est intéressant à noter, c'est qu'il faut quand même avoir du token fill
en réserve lorsqu'on fait du stockage. Ça permet de faire des transactions et entre autres ça a un rôle dans le fait de prouver qu'on est bien quelqu'un qui stocke et qu'on le fait de façon correcte, ce sont les règles qui sont établies. Donc on est sur un projet qui, au final, assez simple à résumer et qui a des cas d'usage qui me semblent évidents et très très utiles. Notamment, je pense qu'il va venir concurrencer des projets tels que le Amazon Cloud et ce genre de choses, de façon décentralisée du coup. Et on est sur un marché qui est énorme. C'est-à-dire que là, ça vaut dans les 50 milliards. Les estimations, c'est que dans les prochaines années, ça va beaucoup, beaucoup monter jusqu'à 235 milliards pour 2025, a priori. Bien évidemment, ça, c'est de la spéculation, mais on voit bien que c'est un marché qui est en croissance parce qu'en fait, on a de plus en plus de données et qu'il faut bien les stocker quelque part. Notamment les données d'entreprise qui veulent être particulièrement sécurisées. Je ne sais pas s'ils passeront par ce genre de système, à voir. En tout cas, l'avantage ici, c'est déjà la décentralisation qui se veut probablement plus sécurisée à partir du moment où le système est extrêmement fiable, c'est-à-dire à partir du moment où la personne qui héberge les données n'y a pas accès et n'est pas capable d'y avoir accès. Donc ça, c'est un point de sécurité sur lequel il va falloir être extrêmement transparent, donner beaucoup d'informations, parce que tant que ce ne sera pas hyper certain, la plupart des gros acteurs n'iront pas sur ce genre de projet. L'autre point, c'est que c'est beaucoup moins cher que du stockage en cloud classique. On parle de 0,0015% du prix. Donc c'est incroyable la valeur que ça a si c'est effectivement fonctionnel et si ce chiffre n'est pas un petit peu trop marketing friendly, disons, un peu trop beau. Mais sur le papier, en tout cas, c'est dingue. Et l'autre point, c'est qu'en fait, l'exécution du nœud, donc le fait de faire tourner le programme et de stocker, de donner l'accès en fait à son stockage, euh, est très peu encombrant pour l'utilisateur en fait. C'est vraiment une application qui fonctionne en arrière-plan et qui est pas trop lourde. Donc ça a des points très positifs tant que on est sûr qu'il n'y a pas de souci d'accès aux données. C'est-à-dire que les données sont vraiment inaccessibles et surtout, moi le point qui m'intéresse, c'est une fois qu'une donnée est stockée sur l'ordinateur, est-ce que on est capable de retrouver la donnée? Est-ce qu'on est capable de la traquer? Est-ce qu'on est capable, en faisant certaines manipulations, en passant par certains logiciels d'observation des données, on sait que c'est capable de, on est capable de retrouver des données qui ont été supprimées. Alors les données qui ont été écrasées, c'est plus compliqué. Et donc, il faudrait voir plus en détail comment c'est fait de ce côté-là, d'un point de vue purement technique. Est-ce que la donnée est présente sur l'ordinateur? Parce que si elle est présente sur l'ordinateur, j'aimerais beaucoup savoir comment ils font pour que elle soit inaccessible. Ça, c'est un point sur lequel j'ai peu d'informations pour le moment et qui, moi, me semble être crucial pour une adoption de masse, en fait. Parce que c'est, en tout cas, moi, la question que je me poserais directement en tant que personne ou d'entreprise, comment est-ce que je peux faire confiance au réseau? Comment je peux être sûr que les gars qui sont choisis aléatoirement pour stocker mes données vont pas juste y avoir accès et on peut faire ce qu'ils veulent avec? Ou même dans le sens inverse, hein, juste ils seraient hack leur PC, euh, le gars qui hack le PC, qui a accès aux données, est-ce qu'il pourrait trouver ces infos-là? Mais il y a quand même une grosse question sur la sécurité. Il va falloir beaucoup communiquer sur ce point-là, beaucoup prouver la qualité de la, de la sécurité des données. Sinon, évidemment, on est sur du proof of work, donc il y a une question de consommation, de pollution, hein, qui est dans l'air du temps, qui du coup est toujours liée au projet proof of work. Donc là, elle est présente aussi. Et sur la tokenomics, j'ai pas grand-chose à dire, à part que, bien évidemment, on est sur un token inflationniste, donc à long terme, à très long terme, ça peut être un poids sur le prix du token, sur le cours du token, mais pour le moment, ça ne nous inquiète pas trop. Et d'ailleurs, on va aller voir le graphique tout de suite. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une magnifique montée sur le bull run de 2020, puis 2021. Le bull run est en réalité en 2021, donc depuis mai 2020, c'est sur une super hausse, jusqu'à avril 2021. Là, on est au maximum. Et depuis, on est vraiment sur une baisse continue. C'est-à-dire, vous voyez, les plus hauts sont de plus en plus bas, toujours plus bas. Et je ne pense pas que ce soit une tendance qui soit cassée. C'est-à-dire que oui, depuis mai, on est sur quelque chose, sur une espèce de plateau. Alors oui, il y a eu un rebond en juillet, et on ira voir ça un peu plus près en daily, parce que là on est en weekly. Mais globalement, ça stagne et ça a tendance à baisser, donc je pense que ça ira encore plus bas. Il y a juste un indicateur qui est intéressant, euh, c'est les volumes. On va regarder ça rapidement. Vous voyez, là, le RSI a effectivement tapé 30, mais depuis il est remonté. Il nous donne pas trop d'infos, au final, le RSI, je trouve. Les volumes, en revanche, nous montrent que depuis juillet, donc depuis le petit repic de cet été,
les volumes sont plus importants. Donc soit il y a plus de traders juste qui achètent et qui vendent, soit il y a quand même de manière générale un plus gros engouement. Peut-être des gens qui en avaient depuis longtemps et qui ont un peu lâché l'affaire et qui ont vendu, et d'autres qui se sont dit ok, c'est un prix intéressant, j'achète, juste qu'il y avait des ordres ouverts dans ces zones-là. Mais on voit que les volumes sont plus élevés qu'ils ne l'ont été en moyenne sur les années précédentes. Donc ça c'est quand même un point d'intérêt, mais qui n'est pas cohérent avec le fait que le token lui continue globalement à baisser. Maintenant on va aller voir en daily ce que ça donne pour être un peu plus précis, et notamment on va virer les volumes, on va se mettre les moyennes mobiles. On va aller voir en fait la convergence. Au final, c'est ça qui va nous intéresser, hein, c'est est-ce qu'on a une convergence, qui est quand même un indicateur assez fort. Parce que là, on voit, hein, c'est globalement ça, on a une belle hausse, et puis ça redescend, une hausse, puis bon, là, on a FTX, donc ça redescend. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les moyennes mobiles? Euh, Jusqu'à 100 jours, elles sont relativement proches. On voit que la 100 jours, elle est à 5,5. Donc c'est pas trop éloigné, et encore, de notre prix, de notre valeur actuelle, qui est 4,4. Mais on voit que la 200 jours, elle est extrêmement loin, en fait. Elle est à presque 8,5. Donc c'est quasi 2 fois la valeur qu'on a actuellement. À mon sens, ça, c'est pas un indicateur d'achat. À mon sens, on peut attendre tranquillement. Donc personnellement, j'attends que les moyennes mobiles se rapprochent, j'attends qu'on ait des meilleures nouvelles. Je pense que le prix peut largement descendre dans cette zone-là, entre 2 et 3. Entre 2 et 3, oui, je pense qu'il y a une belle zone d'achat en DCA tranquillement. On en reparlera quand ce sera le cas. Pour le moment, il n'y a pas d'urgence à mon avis. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Filecoin. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.